Bonjour tout le monde. Dans le cadre du programme des classes terminales, langue française, on va continuer le programme, on va voir le projet mot 3, on va voir le texte exhortatif. Quelles sont les caractéristiques du texte exhortatif? Pourquoi, ou bien, quelle est la visée du texte exhortatif? Quel est l'objectif d'un auteur qui exhorte ou bien qui lance un appel? On va voir aussi le point de l'ordre, on va voir la grammaire, on va voir les verbes modaux, on va voir les verbes de modalité, performatif, on va voir aussi le mode impératif et aussi l'expression de but. Un petit rappel de tout, on a vu au premier trimestre, on a parlé du texte historique, on a vu les caractéristiques du texte historique. Le texte historique, en général, c'est un récit réel, donc on raconte la réalité. Le texte historique s'intéresse dans tous les domaines, voilà, sportif, scientifique et l'histoire nationale et internationale, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est en relation avec l'histoire nationale, la conquête de la France, conquête française en Algérie, voilà, 1830, le déclenchement de la révolution algérienne, le 1er novembre 1954, et l'indépendance de l'Algérie. C'est les axes, c'est la chronologie des événements historiques. On a vu aussi, on a parlé des événements de 8 mai 1945. On a vu le texte, le témoignage de Farhat Abbas. On a vu le témoignage dans le texte historique. L'auteur ou bien l'historien peut introduire un témoignage, l'un des figures ou bien l'un des personnages nationaux, historiques nationaux, les Farhat Abbas, on a vu les Khawla Talib Ibrahimi aussi, les Jamila Bouhirt, voilà, tous les personnages qui font partie de l'histoire nationale. Donc ce que vous avez, ou bien ce dont vous avez besoin dans le texte historique de la langue française, dans tout, vous allez mettre toutes vos connaissances en histoire, ou bien histoire-géographie. Voilà, vous avez l'histoire géographique en matière au lycée. Donc, toutes vos connaissances à propos de l'histoire nationale et même internationale, voire même internationale. Donc, vous allez mettre toutes ces connaissances au service de la langue. Parce que, généralement, les sujets du texte historique ou bien les thèmes traités, soit la conquête de la France en Algérie, le déclenchement de la révolution algérienne, 1er novembre 1900, on a vu Salim Boubacar, voilà, donc on a vu un témoignage direct, ou bien c'est que l'auteur dans ce texte, il a laissé Salim Boubacar le témoin oculaire. Voilà, ça veut dire il a vécu et il a vu le déclenchement, on a vu le brouillon de la déclaration de la révolution algérienne, 1er novembre. Donc, Salim Boubacar, il a raconté lui-même les moments ou bien les moments historiques qu'il a vécu lors de l'écriture de la déclaration du 1er novembre 1953. Voilà. Donc, le témoignage dans le texte historique, soit l'auteur, il va ramener des propos, un témoignage, il va utiliser le style direct et indirect, et comme Farhad Abbas a dit, ou bien Farhad Abbas a dit deux points, il ouvre les guillemets, il va utiliser le style direct ou bien le discours direct. Voilà. Donc on a vu le côté grammaire, le discours direct et le discours indirect. Le passage d'un discours à un autre. On va voir tout ça comme révision à la fin de l'année. On fera une révision, voilà, sur le point de langue. On a vu la nominalisation dans le texte historique. La phrase nominale, elle est beaucoup plus utilisée dans la presse et dans les récits réels en général, parce que la phrase nominale nous donne une information rapide, un résumé, on a le focus sur l'information. On comprend vite avec la phrase nominale qu'avec la phrase verbale. On a vu la nominalisation, comment on forme un nom à partir d'un verbe, en ajoutant des suffixes aux radicaux des verbes. Voilà, ça c'est en général parce qu'il y a des verbes qui n'obéissent pas à cette règle de l'ajout des suffixes. Voilà, cette règle de suffixation. Voilà, barrer, barrage, assassiner, assassinat, voilà, les assassinats. Plus de 45 000 morts lors des événements de 8 mai 45 à Guelma, Stef et Kharata. Donc,
On a vu aussi les temps utilisés, entre autres l'imparfait et le passé simple. En général, le texte historique est considéré comme un récit réel, parce que l'auteur ou bien l'historien va raconter des événements réels. Donc, il va utiliser l'imparfait et le passé simple. L'imparfait exprime une action illimitée dans le temps dont on ne connaît ni le début ni la fin. L'imparfait est utilisé dans la description. L'imparfait évoque des souvenirs. Donc, c'est un temps simple. Les termes de l'imparfait radical plus les terminaisons AIS, AIS, AIT, UONS, IEZ et AIENT, quel que soit le groupe. Voilà, on a vu le passé simple exprime une action vite achevée. Il est utilisé pour raconter dans le récit en général, soit récit réel, soit récit imaginaire ou bien fantastique. On aura le récit fantastique pour les classes langues et lettres comme projet numéro 4. Voilà. Et pour le premier année, le récit fictif ou bien la nouvelle réaliste. Donc le passé simple exprime une action vite achevée. Il est utilisé aussi pour raconter les événements. Quand on a beaucoup de verbes qui s'enchaînent, les actions s'enchaînent les unes. Il exprime l'exactitude aussi. Et quand on a beaucoup de verbes qui s'enchaînent, l'action qui sont des actions qui s'enchaînent les unes aux autres, on utilise beaucoup plus le passé simple. Voilà, donc si dans le texte historique on a l'imparfait passé simple, donc la visée, on ajoute une autre visée à part la première visée de base qui est informée, visée informative pour le texte historique, explicative. On a vu à la page 15 et 17 pour le texte de Mahfoud Qaddesh, quand il nous a donné des tableaux de statistiques officielles, des recensements de l'accroissement de la mortalité et de la naissance chez les musulmans et les Européens lors de la guerre en 1921 en Algérie. Voilà, c'est-à-dire qu'il a donné des explications tout en appuyant sur des recensements officiels à cette époque-là, des chiffres et des pourcentages, etc. Donc le texte historique peut avoir une visée explicative plus que la première visée censée être la première, c'est informer. Le texte historique de base, son objectif, sa visée, c'est informer, expliquer, narrer, parce que c'est un récit réel, donc il obéit normalement au temps des récits en général, l'imparfait passé simple, et argumenter si l'auteur va introduire un témoignage, ou bien il va laisser le personnage historique, il va laisser se manifester, il parle, parce que si par exemple Salam Abou-Bakr, tout le texte qu'on a, que Salam Abou-Bakr qui parle, c'est-à-dire l'auteur, il va se prendre en écart, donc il va être le degré d'objectivité de l'auteur, c'est total, parce qu'il va laisser Salam Abou-Bakr parler de la déclaration du 1er novembre, c'est-à-dire quand la mémoire historique parle, donc l'auteur ou bien l'historien se tait, tout simplement. Donc soit il va introduire un témoignage, une ou bien deux phrases d'un personnage national, voilà, ou bien d'un personnage de l'histoire nationale qui a participé à l'événement en question, ou bien il va laisser tout simplement Salam Abou-Bakr parler. Et aussi on a parlé de Khawlat al-Ibrahimi, le rôle de la femme algérienne, dans la guerre de la libération nationale. Au deuxième trimestre, on a vu le texte argumentatif. Donc, on a trois types de textes argumentatifs. Soit l'auteur est pour, soit on est pour, soit on est contre. Soit on a un débat d'idées, on a deux personnes qui vont se débattre sur un thème précis. Donc, une personne a une opinion positive et l'autre censé avoir une opinion négative. Donc, soit ces deux personnes vont se débattre, vont se confronter directement, soit au milieu, il y a un modérateur, celui qui va régler le débat, qui règle le débat entre les deux personnes. On a vu aussi, on a donné l'exemple du texte de Mohamed Dib Hamid Sarraj, qui rentre dans un débat avec les agriculteurs qui voulaient faire la grève. Il y avait un modérateur entre les deux, celui qui règle ce débat. Donc le texte argumentatif deuxième trimestre, sa visée, c'est qu'on va être persuadé, on a vu les points de langue, on a vu l'opposition, la concession, les antonymes, les styles de réfutation, l'ironie, etc., la négation. On a vu plusieurs choses, on a parlé de l'allégorie, voilà, donc on peut avoir des sens, c'est un mot qui accepte deux sens à la fois, sont de sens antonyme, bien sûr, le contraire, voilà.
le sous-entendu du mot. Ça veut dire quand on entend un mot, on a forcément un sous-entendu ou bien un sens contraire dans ce qu'on appelle l'allégorie. Voilà. On a parlé aussi beaucoup de choses, donc on fera aussi au fur et à mesure des révisions. Pour avant l'examen du bac, on fera aussi des sujets, mais on travaillera surtout avec le manuel en attendant qu'on fasse des sujets de bac. Au troisième trimestre, maintenant, on va voir l'oral, on va voir le texte exhortatif, la visée du texte exhortatif, argumenter pour faire réagir. On va voir aussi les points de langue, les caractéristiques du texte exhortatif, le plan du texte exhortatif. Donc d'abord, il faut qu'il y ait une situation négative. On a une partie expositive, on explique. Après, on argumente et à la fin, on lance un appel. Voilà. Donc le texte exhortatif, c'est aussi un type de texte censé être pour les classes terminales. Donc exhorter, c'est inciter, pousser les gens, lancer un appel pour argumenter, pour faire réagir, pour que ces gens, quand ils vont entendre mon appel ou bien quand ils vont lire mon texte exhortatif, donc ils vont réagir dans le bon sens. Donc il faut qu'il y ait une situation négative dans un texte exhortatif et il faut réagir dans le bon sens. Donc j'utilise les verbes performatifs, souhaiter, je demande aux gens. Donc on a des thèmes de solidarité, surtout pour le mois de Ramadan. Donc le panier de Ramadan, il faut aider ces familles pauvres. Voilà, donc je peux lancer un appel aux commerçants de la ville d'Oran, par exemple, ou bien à ceux qui vont aider ou qui veulent aider ces familles pauvres pendant ce mois sacré. Donc le panier de Ramadan peut être un thème intéressant de solidarité. Dans le texte exhortatif, il aura des termes comme la solidarité, les causes humanitaires en général. Je suis pour la paix et contre la guerre. La guerre, c'est une situation négative. Pour la paix, je suis pour une bonne cause. Je suis pour la solidarité entre les gens, entre autres les pauvres, aider les familles pauvres par exemple. Diminuer les accidents de la route. Je lance un appel aux automobilistes pour qu'ils puissent respecter le code de la route parce qu'on voit beaucoup de plus en plus des morts dans la route, etc. Donc ça c'est dû au non-respect du code de la route, la vitesse, etc. Et après, à la fin, je peux lancer un appel. On demande, on exhorte les automobilistes à respecter donc vous voyez le texte exhortatif, on lance un appel à l'aide. Il faut respecter des verbes de modo ou bien de modalité. Falloir, pouvoir et devoir. Falloir exprime une nécessité, pouvoir une possibilité, devoir une obligation. Voilà, les verbes modaux expriment la manière de faire l'action. Alors les verbes performatifs, c'est l'accomplissement de l'action en question. La solidarité, protection de la planète, aider les gens pauvres. On va voir le texte de l'abbé Pierre aussi. L'abbé Pierre, un personnage beaucoup plus connu en France et dans le monde entier, pourquoi pas. Il est connu parce qu'il aide beaucoup les gens pauvres en France. Donc il est mort à l'âge de 94 ans, je crois. Il a consacré toute sa vie à aider ces gens pauvres, les SDF, les sans domicile fixe, etc. On va voir la lettre que l'abbé Pierre a écrite aux responsables ou bien aux citoyens français pour qu'ils puissent aider ces gens pauvres, etc. Pour trouver aux SDF un abri et un logement digne, voilà, pour qu'ils puissent vivre dans ce logement ou bien pour trouver à quoi manger parce que des fois, un SDF, il peut même mourir de froid ou bien de faim, d'après l'abbé Pierre. Donc, l'abbé Pierre, un personnage beaucoup plus connu. Voilà, donc, il avait des associations caritatives, ASP caritatifs, des associations caritatives qui aident les gens pauvres en général. Donc, les thèmes abordés, la solidarité, les causes humanitaires en général, je suis pour la paix et contre la guerre, voilà, la pollution, la protection de l'environnement. Tout ça, c'est des thèmes pour le texte exhortatif. On va voir ça avec précision. On va voir des exemples dans le manuel. On travaillera toujours avec le manuel. Donc, ça, pour vous donner un petit résumé sur ce dont on va utiliser ou bien on va faire maintenant. Donc, on a parlé, ce dont on va parler maintenant. Donc, on parle de texte exhortatif.
des caractéristiques du texte exhortatif, les points de langue, voilà, et on va voir beaucoup de choses, comment les plans du texte exhortatif, et on donnera des exemples sur le manuel. Voilà. On rentre à la page 137, 140, 142, et on a beaucoup des textes supports, et on va voir des slogans aussi. Même le texte exhortatif, on peut le trouver dans la publicité, des slogans publicitaires, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Donc, à tout de suite, et on va voir ça avec détail. Merci.